Salut Olivier. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Olivier, tu es membre du nouveau parti anticapitaliste et tu viens de publier aux éditions du Seuil dans la collection Libellé un ouvrage, ça s'appelle « En finir avec les présidents ». C'est un ouvrage court, concentré, ça fait 60 pages, où tu reviens sur... à la fois historiquement et politiquement, sur pourquoi c'est de la merde le présidentialisme. Une question, pourquoi est-ce que dans ce moment, pourquoi est-ce qu'en avril 2025, tu décides de produire un ouvrage sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui fonde l'urgence de remettre en question cette question quand on voit que le monde est en train de péter par tous les trous? Oui, ça peut paraître un prisme un peu bizarre pour penser le monde. En fait, c'est pas venu par ce biais-là. Ça a été une discussion avec l'éditeur, tout simplement, du Seuil, qui m'a sollicité après la séquence des élections législatives. Donc, on a l'impression que c'était il y a une éternité, mais en fait, pas tant que ça. C'était simplement l'été dernier. Et comme tout de suite après les élections, on a tous subi cette séquence supplémentaire où on était tous suspendus aux décisions d'Emmanuel Macron dans le cadre des Jeux Olympiques et que ça a été une démonstration de plus de ce que le présidentialisme peut conférer de plus arbitraire dans le pouvoir d'un seul. Et l'idée à ce moment-là était de revenir sur ce sujet, qui est donc le sujet en effet de la fonction du présidentialisme, de ses ravages politiques dans le cadre de la société dans son ensemble, de ses ravages politiques aussi à gauche, et d'essayer de relancer la discussion sur quelques pistes de discussion alternatives, et puis de renvoyer aussi un angle mort de notre courant politique qui n'est pas spécialiste des questions institutionnelles. Voilà. On va revenir sur ce que pense la gauche de ces questions institutionnelles, mais d'abord, il s'avère que la France n'est pas un régime présidentiel, en tout cas sur le papier, hein, c'est un régime semi-présidentiel, avec un pouvoir législatif, etc. etc. Pourquoi, est-ce que d'après toi, parce que tu reviens sur les origines de la 5e, etc., est-ce que d'après toi, il y a le problème était dans l'œuf, c'est-à-dire au moment de la rédaction de cette 5e, il y avait déjà un problème et ce qui a abouti en fait à une dégradation de la fonction présidentielle, ou est-ce que déjà De Gaulle y pratiquait la 5e comme un président tout puissant, comme tu dis? Je pense que le verre a été dans le fruit dès le départ, en effet, mais c'est pas le bon fruit, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, spontanément, j'avais quand même connaissance de l'histoire de la Ve République qui s'inscrit directement dans le cadre de l'histoire coloniale française et de la guerre d'Algérie, hein, tout né d'un coup d'État militaire à Alger en 1958, le 13 mai, où les parachutistes somment le pouvoir central de faire appel à De Gaulle, qui va pas se faire prier, qui va accéder au pouvoir et qui, avec Debré, dans le cadre d'une commission ad hoc, va pondre une constitution qui est faite pour répondre à sa demande, c'est-à-dire un pouvoir sur mesure, un pouvoir politique qui est le pouvoir d'un seul. D'où la formule générale à gauche, à l'époque, concentrée par ce qui reste la meilleure punchline politique pour définir la Ve République, qu'on doit à François Mitterrand en 1962, évidemment pas le François Mitterrand de 1981, la Ve République, un coup d'État permanent. Donc le verre est dans le fruit. Mais en fait, je te dis, je me suis trompé de fruit parce que, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça renvoie à une histoire encore plus ancienne, je crois, une histoire au long cours, et qui renvoie notamment au bonapartisme. C'est quelque chose d'assez flagrant, mais qu'on a tendance à oublier. Donc en fait, en écrivant cette contribution, je me suis replongé sur l'histoire du bonapartisme, sur ce qu'en disait Marx dès la moitié du 19e siècle. Et le bonapartisme, c'est un mal français, hein. C'est une question politique française qui fait on a, dans un contexte de crise politique globale où tout est un peu paralysé, quelqu'un qui peut sortir du lot, même un personnage médiocre, et faire ce que sera la fonction bonapartiste dans le cadre de l'Empire, sachant qu'il y a aussi une autre histoire française. Il n'y a pas que l'histoire par le haut, l'histoire de ce présidentialisme, il y a aussi une histoire de démocratie plus directe, une histoire d'assemblée, qui ne se concentre pas que sur l'expérience de la Commune de Paris, qui est un peu, et qui reste d'ailleurs pour moi une grande référence en 1871, mais qui renvoie à la Révolution française, c'est-à-dire qu'en 1789, il n'y a personne qui pleure le roi, et personne ne se sent orphelin de la figure royale au point d'imaginer qu'on va recycler ça de manière laïque avec une fonction présidentielle. Dans la Constitution de 1793, il n'y a évidemment pas une ligne sur le présidentialisme, personne n'en parle, et il y a imaginé une organisation qui ne pourra jamais être mise en application parce que c'est la guerre civile, mais un fonctionnement de démocratie, d'assemblée primaire. Donc il y a deux histoires en France qui sont en compétition.
C'est intéressant que tu parles de ces histoires en compétition parce que on voit bien aujourd'hui comment prévaut dans nos institutions l'ascendance bonapartiste, voire monarchiste, imprégné de ce que tu as raconté des premiers temps de la Ve République et du gaullisme. Pour autant, quand tu regardes aujourd'hui les études d'opinion sur la question du rapport au présidentialisme, tu vois qu'il y a une majorité de Français qui sont pour un passage à la Sixième République, pour une plus grande démocratisation de nos institutions. Comment est-ce que tu expliques, je ne sais pas si ça c'est historique, si les Français, pendant tout le XXe siècle par exemple, ont été pour un renforcement de cette démocratie au détriment du présidentialisme. Mais si je prends aujourd'hui, comment tu expliques qu'il y a encore une permanence en fait dans nos institutions de ce présidentialisme et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça descend aussi à l'intérieur des partis. C'est-à-dire que les partis sont aussi des partis présidentialistes, nos partis de gauche. Ah oui, le présidentialisme phagocyte aujourd'hui, je crois, une bonne partie des horizons politiques à gauche. C'est-à-dire qu'on sort d'une élection présidentielle, tu prépares dans les 5 minutes qui suivent la prochaine. Et voilà, le fait de se présenter ou pas aux élections présidentielles, je ne dis pas que c'est un tabou. Moi-même, j'étais candidat 2 fois, mais en défendant déjà, dans le cadre de mon organisation qui était la Ligue communiste révolutionnaire, le fait qu'il fallait abolir le présidentialisme. Donc ça renvoie à une contradiction, parce qu'il y a à la fois un avis communément partagé sur le fait que c'est pas possible d'avoir un individu qui décide de tout. Et là, on l'a vécu au moment des dernières législatives. T'as une liste de gauche qui arrive en tête, elle devait gouverner, puis finalement, tu tapes un gouvernement de droite avec des fortes influences d'extrême droite. Donc, et ça, on le doit parce que Emmanuel Macron a décidé, et parce qu'il a le pouvoir de décider. Parce que tout ça, c'est constitutionnel. Donc il y a ce constat d'un côté, et en même temps, tout le monde va voter à l'élection présidentielle, parce qu'en l'absence d'autre chose, c'est le moment où tu as l'impression que ta voix peut compter. Voilà. Donc on pourrait parfaitement imaginer autre chose, c'est-à-dire une démocratie ascendante, où on s'extirpe de l'agenda de la Ve République, et pour imaginer autre chose. Voilà. Donc d'où la suggestion qu'à gauche, on se pose 30 secondes et qu'on essaye d'imaginer, dans le cadre de ce qu'a été le nouveau Front populaire, ou de ce qu'il en reste, même si les appareils politiques ne cherchent pas trop à le faire vivre les uns et les autres, à ce que pourrait être une démocratie où on aurait extirpé la fonction présidentielle, et notamment la place omniprésente du présidentialisme. Donc voilà, c'est une invitation à penser ces choses-là avec ces deux histoires au long cours qui se suivent, qui se rencontrent, qui sont en compétition. Et la question, c'est de savoir quelle histoire prend le pas sur l'autre. Voilà. Mais en tous les cas, il y a aucune fatalité. Le récit qui consiste à faire croire est gravé dans le marbre le fait qu'en France, il y a toujours eu du présidentialisme et qu'on serait tous orphelins de cette fonction-là, c'est une légende, c'est une fable. Mais c'est quoi? D'ailleurs, pardon, excuse-moi de te couper, quand on parle du numéro de la Sixième République, en fait, tout commence à foirer à partir de la Seconde République. La première expérience républicaine, une fois de plus, il n'y a pas de présidentialisme. Le présidentialisme en France apparaît en 1848, après la Révolution de février, tout de suite après une séquence particulière, qui est celle du mois de juin, où, comme on le sait, il y a des ouvriers qui vont monter des barricades pour que les espérances sociales de la Révolution de février soient tenues, et la bourgeoisie française, pas la première fois parce que c'est déjà arrivé à Lyon, mais va massacrer des milliers de prolétaires. Et tout de suite après ce bain de sang, durant l'été, dans le cadre de la Convention, l'idée du présidentialisme, donc du pouvoir fort, va naître. Voilà. Et ça va ressurgir après quoi? Après la Commune de Paris. Donc en fait, c'est peut-être la Seconde République qu'il faudra bien faire de nouveau, quoi. Donc voilà. J'entends. Le seul problème, c'est que c'est aussi dans les expériences des gens, enfin dans notre histoire un peu vernaculaire. Enfin, en fait, on se dit s'il n'y a pas de présidentialisme, ça va être la 4e République. Parce que ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et la 4e République, c'est synonyme d'instabilité politique, de personne n'arrive à prendre des décisions. Parce que, genre, il y a des assemblées, justement, qui sont toutes puissantes, mais qui ont du mal à s'accorder, en fait, sur une direction commune. Je te dis ça, je suis pas un spécialiste de la 4e, et peut-être que c'est un peu faux ce que je raconte, mais je vois bien que lorsque tu discutes avec des gens et que tu leur dis on va remettre en question la 5e, ils te disent ah oui, mais la 4e, c'était nul. Tu vois, et à la fin, c'est René Coty. Oui, c'est oublié qu'il y en a eu avant la 4e, et puis c'est surtout pour appuyer ton propos, le fait que l'argument
pour passer de la 4e à la 5e République peut parfaitement se poser, même du point de vue possédant de nos jours. Parce que la 4e République, c'était l'instabilité du point de vue des classes possédantes. La 5e République, ça devient l'instabilité, y compris pour les classes possédantes. C'est-à-dire que la fonction première de la 5e République, qui consiste précisément en donnant de l'ordre en haut de la société à un individu qui peut décider de tout, c'est censé précisément stabiliser la situation en cas de conflit, en cas de guerre, en cas d'instabilité sociale et politique. Là, force est de constater que pour l'instant, c'est pas pour l'instant, ça fait maintenant quelques années qu'on sent que c'est de moins en moins le cas. On l'a vécu au moment de la mobilisation sur les retraites. Alors ouais, on peut dire sur la mobilisation sur les retraites, Emmanuel Macron a utilisé le 49.3 et puis finalement c'est passé, d'accord, mais à quel prix ? À quel prix? C'est l'instabilité permanente. Donc moi, j'ai pas le bras long, mais je pense que de ce côté-là, il y en a qui doivent se dire, il faut passer à autre chose, mais avec autre chose qui consiste à donner encore plus de pouvoir à un seul, c'est-à-dire une espèce de 5e République empire. Raison pour laquelle, si une partie des classes possédantes va être amenée à se poser ces questions-là, ça serait bien qu'à gauche, on se repose les questions de ce qu'on fait, nous, à la place, quoi. Alors, tu dis se poser les questions. Est-ce que, d'après toi, c'est ça, se poser la question, s'asseoir autour d'une table et réfléchir collectivement, d'une très grande table, sur ces questions-là, ou est-ce que tu vois d'autres voies et moyens pour essayer de remettre en question ce présidentialisme? Je te donne, parce que là, tu me parles des partis politiques. Il y a d'autres endroits, en fait, de contestation du présidentialisme, ou en tout cas du pouvoir, c'est les syndicats, par exemple, qui eux ont un autre mode de fonctionnement, qui est d'ailleurs beaucoup moins pyramidal, entre guillemets, que les partis politiques de la 5e, tu hoches la tête comme ça, mais quand même, tu vois, genre l'unité du syndicat, c'est quand même le lieu de travail, tu vois, c'est pas... je pense que c'est une mauvaise lecture, en fait, que d'imaginer que, par exemple, Sophie Binet est la chef de la CGT. Non, elle a été élue, c'est une confédération de syndicats, blablabla. Est-ce que, d'après toi, par exemple, le syndicat peut être un lieu intéressant de contestation ou d'expérience même de quelque chose qui n'est pas présidentialiste? Historiquement, oui, le syndicalisme, c'est aussi un creuset de réflexion politique alternative. Je veux dire, on a une histoire en France aussi qui a été celle du syndicalisme révolutionnaire. Alors, ça date un petit peu, mais enfin, c'est la fondation de la CGT, à la base, c'était ça. Les bourses du travail, c'est quelque chose de constitutif à la naissance de la CGT à la fin du 19e siècle. Et les bourses du travail, c'est un lieu d'autogestion, d'auto-organisation, un lieu démocratique, un lieu d'émancipation. Donc, un autre lieu de démocratie possible, où tu fonctionnes du bas vers le haut, plutôt que l'inverse. Donc on pourrait démultiplier les exemples. Moi, évidemment que je ne réduis pas la discussion aux partis politiques. Ça inclut la gauche sociale, c'est-à-dire même au-delà d'ailleurs des organisations syndicales, parce qu'au-delà des formes de contestation qui naissent dans ces cadres-là, il y a aussi des formes de réflexion alternative. Tu prends le mouvement des Gilets jaunes, même si c'était embryonnaire, la question, par exemple, de l'Assemblée constituante, elle se posait de plus en plus dans le cadre du mouvement. Elle ne se résumait pas qu'au RIC. Elle ne se résumait pas simplement qu'à la demande d'un référendum régulier et d'une consultation systématique. Il y avait aussi cette idée-là. La question du processus constituant de l'Assemblée constituante, elle a été inventée par aucun parti politique, par aucun idéologue, par aucun intellectuel, par aucun penseur. C'est né de la pratique. Et au-delà des spécificités de chaque pays, tu as une histoire mondiale des assemblées constituantes qui reste probablement à écrire, mais à chaque fois que tu as une rupture, tu as ce processus-là. Parce que si tu as une modification institutionnelle, soit c'est par le haut que ça se passe, avec des commissions ad hoc, dans le cadre d'une bureaucratie, un mélange d'appareils d'État et de spécialistes qui vont nous pondre quelque chose qui ne sera pas pour nous, soit c'est marqué par l'irruption massive de centaines de milliers de personnes sur le devant de la scène sociale et politique pour inventer nos propres solutions. Lesquelles dans le détail, j'en sais rien, mais ça passe par ce qu'on appelle un processus constituant, une assemblée constituante ou encore une convention démocratique et constituante. Et on pourrait espérer que toute la gauche sociale et politique au sens large, c'est-à-dire partis, organisations syndicales, courants collectifs, associations de quartier, mouvements féministes, mouvements LGBTI, mouvements écologistes, on peut le démultiplier, les mouvements de jeunesse, dans ce qui se passe dans les quartiers, et bien s'associent pour discuter ensemble. Il y aura des désaccords, mais pour essayer de susciter une dynamique collective, c'est-à-dire précisément ce qui dépend de nous. Dans le nouveau Front populaire, pardon de le dire, mais rien ne nous empêcherait de mettre en adéquation ce qu'on pense avec ce qu'on fait, en imaginant, puisque tous et toutes, a priori, on pense que ces institutions sont cadenassées, et pourquoi pas se poser et faire une espèce de convention, une convention constituante et démocratique, beaucoup plus large encore que le NFP, en associant tous ceux et toutes celles, se donner des semaines de discussion
avec un processus par le bas pour voir ce qui naît, ce qui ne peut pas naître. C'est intéressant, tu considères que le NFP existe toujours? Localement, il y a des réunions. Je sais que nationalement, on n'a pas cette idée-là parce qu'en effet, c'est pas l'idée qu'on est donnée. Mais je pense, et puis de toute façon, il y a cette attente-là. Et puis si c'est pas dans le NFP que ça se passe, c'est autre part. Mais il y a un espoir qui est né. Et dans cet espoir, là aussi, c'est une contradiction. On ne peut pas devenir cynique. Il s'est passé quelque chose il y a quasiment un an. Il s'est passé quelque chose. On a eu besoin... Justement, attends, juste, tu dis il s'est passé quelque chose il y a un an pendant la campagne des législatives, j'imagine que c'est à ça que tu fais référence, tu vois. Comment tu décrirais ce qui s'est passé parce que tu sais, quand tu vas genre, à la télé ou à la radio, ils disent ouais, il y a 5 partis qui se sont mis d'accord, tu vois. Est-ce que c'est comme ça que tu le décris? Non, c'est une contradiction. Il y a eu ça. On a eu besoin de ça, donc il ne faut pas se raconter l'histoire. S'il n'y avait pas eu l'unité des partis politiques de gauche, le NFP n'aurait pas vu le jour. Donc on était tous là suspendus. Tu fais le film à l'envers, il n'y avait pas d'accord, c'était terminé, c'était plié. Mais il n'y a pas eu que ça. C'est d'emblée, ça a débordé. D'emblée. D'abord, il y a des organisations du mouvement social qui ont participé au NFP. Je pense à ATTAC, je pense au planning familial, je pense à Tzedek. On peut démultiplier. Puis localement, en réalité, tu as plein de structures syndicales qui ont pris part à la campagne. Et puis même, tu avais moi en tête des campagnes pour tel ou tel candidat député avec des gens qui venaient taper à la porte, qui étaient nulle part. Donc cette dynamique, elle a existé. Et la jeunesse a joué un rôle extrêmement important. Et ça, c'était pas gravé dans le marbre. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas devenir cynique. Parce que quand tu refais le film entre le premier et le deuxième tour des législatives, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Ça faisait des mois qu'on nous racontait que le RN devait avoir la majorité absolue. Non seulement il n'a pas eu la majorité absolue, il n'a pas eu la majorité tout court. Et c'est le NFP. 2 heures avant, tout le monde regardait les premières estimations. On était tous scotchés. C'est parce qu'il y a une dynamique, même si je ne l'exagère pas, que c'est aussi le produit de la réfraction des problèmes de fonctionnement de la Ve République, mais il s'est passé quelque chose. Et le problème, c'est qu'à gauche, personne n'a voulu le faire vivre comme un espace commun national. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après l'été, chacun est rentré chez soi? C'est pas la seule explication, hein, mais je pense que le présidentialisme s'est réinvité très fort à gauche. Ouais. Et d'ailleurs... Mais donc tu pointes du doigt, là, par exemple, les organisations politiques qui avaient un rôle très important et centraux. Qui ont eu le rôle primordial au début, puis je te dis, sauf à raconter des histoires aux enfants, mais c'est comme ça que ça s'est passé au début, on en a eu besoin. Mais ça ne se résumait pas qu'à ça, donc ça serait bien aussi que les partis politiques s'en souviennent, c'est-à-dire, et puis une fois de plus, que pour telle ou telle raison, les différentes organisations politiques de gauche pensent avoir rendez-vous politique particulier au moment des élections présidentielles, c'est pas scandaleux en soi. Le problème, c'est quand cette façon de comprendre prend le pas sur le restant. Voilà. Et d'ailleurs, avec des scies, on coupe du bois, comme dirait l'autre, mais je ne sais pas si après, là, si au mois de juin prochain, finalement, c'est une nouvelle dissolution qui nous attend. Qu'est-ce qui va se passer du côté des partis de gauche? C'est-à-dire que si finalement, la première échéance qui revient, c'est pas d'abord la présidentielle. Parce qu'on a vu, hein, en 2 nuits blanches, au moment des législatives, visiblement, on était capable de faire des merveilles. Hein. Je ne dis pas que c'était pas intéressé, mais je dis que s'il y a de nouveau une dissolution, tous ceux qui, dans un camp comme de l'autre, en disant plus jamais avec eux, je serais curieux de voir si c'est toujours la bonne musique. Donc à un moment donné, il faut prendre un peu de hauteur. Voilà, et mettre en suspens l'espace d'un temps les prétentions présidentiables des uns et des autres pour dire discutons de tout ce qu'on doit mettre en commun, y compris sur la question démocratique, institutionnelle, y compris la question du présidentialisme, qui n'était pas en effet dans le programme du NFP à ce moment-là, puisqu'on se présentait aux législatives. Et toi, tu considères qu'au NPA, vous êtes nickel sur cette question? C'est une question ouverte. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, nickel. Non, mais genre, est-ce que c'est une question que tu considères que vous avez assez intégrée à l'intérieur de votre projet? Non, parce que je pense que nous, on a toujours eu une conception politique qui était celle de la rupture constituante et la fin de la fonction présidentielle. Mais une fois de plus, ça renvoie à un angle mort. Voilà, c'est pour ça que c'est une invitation aussi dans notre propre milieu, et au-delà du NPA, à être à l'aise et décomplexé pour discuter de ces questions-là. Mais je te dis ça en faisant amende honorable, parce que moi, j'étais le premier quand j'étais candidat, je me suis posé la question, est-ce que vous sentez les épaules de gouverner, d'être président de la République? Comment tu veux mentir? Tu dis, bah non, en fait, surtout qu'en fait, je veux plus de présidentialisme. Mais du coup, on s'arrêtait là. Et c'est un problème parce que la crise politique est telle qu'aujourd'hui, et ça, on le doit aussi en partie à la LFI, moi, je l'ai tiré comme enseignement politique de la LFI, faut présenter une politique qui postule. Tu ne peux pas simplement critiquer, dire voilà ce qui ne va pas, utilisez-nous pour envoyer un message aux autres. Non, il faut dire ce que tu ferais, y compris sur ce terrain-là.
y compris sur ce terrain-là. C'est-à-dire, voilà, très bien, bah, t'es pas pour la fonction présidentielle, mais qu'est-ce que tu proposes? Donc c'est là où moi j'essaie de... Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu dis sur LFI. Tu dis que eux, ils ont... Bah, quand Mélenchon s'est présenté aux élections présidentielles, lui, il postule, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Il postule, il a une politique alternative. Nous, pendant longtemps, comment dire, on se présentait pour dire, voilà, on a des idées, on a des propositions, mais on croit à moitié à ce qu'on raconte sur le degré de crise politique. Donc si vous votez pour nous, c'est surtout pour envoyer un message aux autres partis qui vont s'en occuper. Donc je pense qu'il faut postuler à ça. Et tu dis que Jean-Luc Mélenchon, il postule quand il se présente à l'élection présidentielle, et tu trouves aussi qu'il a intégré ton angle mort de la lutte contre le présidentialisme? J'irai pas jusque-là. Ou en tous les cas, je serais, comment dire, pas curieux, parce qu'en fait, on a déjà commencé à avoir cette discussion-là de manière indirecte, parfois directe, mais je serais gourmand de continuer à avoir une discussion avec la France Insoumise, mais pas qu'avec la France Insoumise, sur ce terrain-là. Et je dis, on l'a déjà eu de manière directe, parce que par exemple, avec Emmanuel Bompard, à leurs amphis cet été, on a eu une discussion qui abordait cette question-là, avec une perspective qui se veut une perspective commune, genre ce que tu mets ou pas derrière la 6e et ce que tu mets ou pas derrière l'Assemblée constituante, mais c'est une vraie discussion. C'est quoi une Assemblée constituante ? C'est quoi la promesse d'être le dernier président de la Ve République ? Si tu n'as pas la garantie, pas une promesse, que sous la 6e, tu n'as pas le nouveau président de la 6e République, ça ne va pas aller très loin. Une Assemblée constituante, c'est quoi? C'est une Assemblée qui est là comme un double pouvoir avec le Parlement qui reste. Si c'est le cas, qui va arbitrer? Je suis d'accord. Le président? Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 800 et des brouettes de propositions hyper précises et de dire on va convoquer une constituante? Qui a raison? Est-ce que on va appliquer le programme tu peux, sans me faire l'avocat du diable, tu peux imaginer avoir une multitude de propositions, parce que nous-mêmes, on ne va pas arriver les mains vides dans un processus constituant une convention démocratique. Faut pas que ça soit... C'est des propositions, quoi. C'est pas des... Ah non, ça c'est clair. J'arrive au pouvoir et on fait plus grève, comme a dit Jean-Luc Mélenchon en 2022. Ça, je me souviens pas de ce qu'il a dit à ce moment-là, mais en tous les cas, pour rejoindre ta question sur l'Assemblée constituante, pour moi, il y a un côté proactif. C'est-à-dire, je te dis pas que l'Assemblée constituante va générer magiquement d'elle-même toutes les réponses à tous les sujets. C'est alimenté par une discussion qui commence maintenant, mais il y a un côté proactif, c'est-à-dire, je crois, la vertu émancipatrice de la lutte de classe, et je pense que la mobilisation, elle va féconder des solutions auxquelles j'ai pas forcément pensé maintenant. Mais donc, faut pas arriver avec un projet clé en main, ça, j'y crois pas, parce que c'est déjà une forme de substitutisme, mais tu peux pas arriver non plus en disant, je me suis interdit de réfléchir à des questions stratégiques avant même que ce processus existe, donc là aussi, c'est une ligne de crête. Et donc là, moi j'essaie d'amener des suggestions, des propositions, mais c'est un mélange entre les deux. Mais aussi de discussions unitaires, parce que c'est compliqué de l'avoir. Et ça ne vaut pas qu'avec la France Insoumise, ça vaut pour une partie de la gauche révolutionnaire qui pense peut-être finalement que la politique, c'est que le prolongement des luttes sociales. C'est-à-dire, tu vois, mais il y a une autonomie du mouvement social, mais il y a aussi une autonomie de la question politique. La question politique, elle a sa propre logique, parfois. Il y a des événements politiques qui surgissent sur le terrain politique. Et ces questions-là, elles renvoient aussi à ça. Donc, j'ai une dernière question, Olivier. Ton ouvrage et là, tout ce que tu racontes, tu vois, ça t'inscrit dans un certain champ qui n'est pas le champ de une lutte avec un objectif, je sais pas moi, Gaza, l'augmentation des rémunérations, ou je ne sais pas quoi, tu vois. C'est une réflexion genre sur les institutions et sur qu'est-ce que c'est que notre état de droit et genre comment est-ce qu'on l'organise. Est-ce que tu as l'impression que ça a le vent en poupe en ce moment? Moi j'ai plutôt l'impression que non. J'ai l'impression que ces réflexions institutionnelles, plus personne n'en a rien à foutre, tu vois, au nom de quelque chose qui pour le coup est très en dynamique partout autour du monde, qui est la question de l'efficacité. C'est-à-dire que genre les gens, que ce soit ceux qui votent pour Donald Trump, ou ceux qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, ou ceux qui votent pour je sais pas qui, ils veulent que, genre, quand ils mettent leur bulletin dans l'urne, derrière, genre, on leur dise, c'est bon, genre, j'en ai pour la monnaie de ma pièce, tu vois. Voilà, comment est-ce que toi, tu t'insères dans cet environnement où, en fait, parce que ce que tu racontes, et j'en terminerai là-dessus, ça prend du temps. La constituante, ça prend du temps. La délibération, ça prend du temps. La démocratie, globalement, tu vois, la souveraineté populaire, ça prend du temps. Et je trouve que c'est un peu contradictoire avec genre la nécessité d'efficacité qu'on a tous aussi individuellement et collectivement.
Bah, je crois que tu as bien résumé les choses, ça fait partie des contradictions. Donc, dans ce domaine aussi, j'assume d'aller à contre-courant et à contre-temps. D'abord, je pense qu'il faut être tout terrain, le plus possible. On est dans une période politique qui est une période de transition, qui est une période terrible. On rentre dans un nouveau monde, dans une nouvelle séquence. La mondialisation libérale, c'est terminé, on rentre dans autre chose, voilà, où le capitalisme cherche de nouvelles solutions et ça passe par l'autoritarisme et par le néofascisme. Maintenant, il faut appeler un chat, il faut arrêter de tourner autour du pot. Et là-dedans, évidemment, le raccourci, ça pourrait être de dire, bah voilà, on va faire que résister et sortir simplement une ou deux thématiques et l'élaborer. Bah non, je pense qu'il faut assumer d'être tout terrain. Et paradoxalement, sortir un peu le nez du guidon pour penser des questions stratégiques globales. Celle-ci, c'est qu'un exemple, elle ne résume rien. Puis d'ailleurs, il ne suffit pas d'extraire la fonction présidentielle et du présidentialisme pour rentrer dans une société plus démocratique. Il y a des pays où il n'y a pas de présidentialisme, c'est pas plus démocratique pour autant. Donc c'est un biais pour penser la démocratie, mais comme tu l'as dit, la démocratie sur le long cours. Et là, il y a une contradiction entre efficacité et le temps de la délibération, mais ça, c'est une contradiction au long cours. Quand on aura renversé cette satanée société, on en aura fait une nouvelle, cette contradiction va ressurgir. Et pour moi, la question de la démocratie, c'est pas une question tactique, c'est une question qui renvoie au type de projet de société qu'on veut construire. Oui. Et ça renvoie à quelque chose de profond dans la période et dans notre propre milieu, qui consiste à ne pas caresser dans le sens du poil le sentiment de délégation qui est omniprésent et qui est tout à fait compréhensible. Tu es dans une période de merde, tu es dans une période difficile, où chacun et chacune a 1000 trucs à faire, pris dans l'urgence, c'est beaucoup plus simple de dire, bah vas-y, fais. Mais ça, entretenir à outrance le sentiment de délégation, c'est à coup sûr courir vers l'autoritarisme, le totalitarisme, en tous les cas quelque chose qui n'est pas du domaine de la société démocratique et d'émancipation qu'on veut. Donc ouais, c'est une contradiction, mais il faut l'assumer et continuer à la penser. Continuer à la penser et surtout pas les opposer. En tous les cas dans nos propres rangs, parce que si nous on flirte avec ça, si nous on cherche pas de manière volontariste à dire bah oui on va penser le temps long, on va mourir du temps court, et le temps court c'est la dictature du monde dans lequel on est en train d'évoluer, et ça à coup sûr ça se terminera en catastrophe. Donc une fois que j'ai dit ça, je dis rien, j'ai rien inventé, mais c'est une vraie contradiction. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, merci Olivier, à toi. Et force à toi. Force à nous tous et à nous toutes. Ciao, ciao. Ciao, bye.